Une famille, donc c'est le premier long métrage de Christine Angot, qui jusqu'ici était autrice, romancière. Et notamment, elle a notamment à travers ses œuvres traité la question de l'inceste qu'elle a subi de la part de son père dans sa jeunesse et ensuite de nouveau, à deux périodes pendant deux périodes de sa vie. Et donc là, ce film aborde aussi cette question-là. Christine Angot va aller voir en fait tous les gens qui entouraient son père, donc sa belle-mère, la belle-mère de Christine Angot, la mère de Christine Angot. Elle discute aussi avec son ex-mari. À un moment, et un petit peu les interroger autour de cette question, ce qu'ils savaient, ce qu'ils ne savaient pas, quel est leur point de vue aujourd'hui après que elle ait fait les révélations qu'elle a faites sur cette affaire. Et donc voilà, elle livre ce documentaire. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon cher Elias? J'ai trouvé le film important. Non, je te rejoins là. Tu dirais que c'est un beau mot. Un film nécessaire? Non, je dirais pas que c'est un film nécessaire, je dirais que c'est un film important. Je pense pas que ça réponde à une nécessité particulière. D'ailleurs, le film le rappelle en quelque sorte à un moment, puisqu'il y a cette émission du Masque et la Plume littéraire où rappelle un peu le contexte un peu littéraire dans lequel un peu s'inscrit le film, quoi. La Familia Grande de Camille Kouchner, les différents livres et témoignages qui sont sortis. Donc ça s'inscrit en fait dans un mouvement de prise de parole à la fois sur les violences intrafamiliales et plus généralement sur les violences sexuelles et sexistes. Donc je dirais pas que c'est un film nécessaire, je dirais que c'est un film important. Surtout pour moi, peut-être l'idée principale, ce serait d'essayer de saisir précisément ce qu'est la démarche de Christine Angot en fait, en faisant ce film. Pour moi, elle s'attaque au cinéma en tant que novice. C'est-à-dire que, et non pas pour dire qu'elle est novice en cinéma, on en a rappelé en off, elle a été scénariste de Un si beau soleil intérieur, de Claire Denis. Et puis donc elle a, je pense, elle connaît le milieu, elle connaît le milieu du cinéma et elle sait ce qu'elle fait, mais elle se présente en tant que novice dans la réalisation de ce film. Et ça passe donc par une image première, pas la première image du film, mais une séquence quasiment inaugurale qui ne peut jaillir que de quelqu'un qui est novice dans la façon dont elle affronte simultanément trois interdits majeurs. C'est la séquence où elle va retrouver en fait la femme de son père, avec qui elle a vécu à un moment pendant que son père commettait l'inceste et qui refuse de lui parler depuis presque 30 ans, en fait, depuis qu'elle a pris la parole et qui ne répond pas à ses appels. Et donc, par hasard, elle va à Strasbourg. Par hasard, peut-être pas puisqu'il y a une caméra derrière elle, mais en tout cas, elle prend la décision d'aller la voir et de forcer la rencontre, en quelque sorte, de mettre un pied dans la porte, de s'introduire chez elle. Presque de force, hein. C'est une séquence assez impressionnante. Presque physiquement. En tout cas, il y a on la voit très en colère, quoi. Christine Angot. Et cette image cinématographique, moi, je la juge extrêmement importante dans le cinéma documentaire parce que elle affronte trois interdits. Pour moi, un interdit légal, c'est-à-dire que elle rentre par effraction chez quelqu'un et que l'image en tant que telle est une preuve, déjà une violation, une preuve, mais que prendre l'image de quelqu'un sans son consentement est une violation légalement du droit interdit. Un interdit moral, puisque ça questionne en vérité l'éthique documentaire, en quelque sorte. Enfin, le cinéma documentaire se construit toujours par rapport à une éthique à l'égard de l'objet filmé, de la personne filmée, qui lui donne, en tout cas, qui essaye toujours de réfléchir à une manière de protéger ou en tout cas et là, en tant que tel, cette personne qui est une kidam, quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui n'a pas d'image publique, devient une adversaire, est présentée comme une adversaire et à qui on subtilise l'image. Et puis il y a un troisième interdit qui est un interdit cinématographique et qui se prend en fait corps, je pense,
techniquement quoi à l'image, qui est en fait le fait que l'équipe de tournage ne veut pas rentrer et qu'elle les oblige à un moment de rentrer. Donc il y a cette cinéaste qui se revendique novice, qui fait qui fait un peu acte de cinéma malgré en quelque sorte la profession qui elle a intégré un peu ces codes préalables, ces interdits préalables. Deuxième peut-être élément qui pourrait m'intéresser dans le film et qui aide un peu aussi à préciser la démarche de Christine Angot. Moi, le film en fait m'a beaucoup fait penser à un autre documentaire. D'ailleurs, dans une trame tissée tout au long du film, c'est Le chagrin et la pitié de Marcel Ophuls. Okay. Pourquoi le parallèle peut paraître extrêmement hasardeux en fait, mais parce que Christine Angot le fait en fait au sein du film entre le silence autour de l'inceste, le tabou de l'inceste, et la collaboration dans un sens un peu abstrait, mais elle en vient aussi à un moment du film à parler de son nom maternel Schwarz et de rappeler un peu ses origines juives et son enfance où elle a pu subir en quelque sorte son nom, notamment du fait qu'elle était dans un lycée catholique privé et qu'elle devait être probablement la seule à s'appeler Schwarz à ce moment-là. Donc il y a cette question en trame qui est sous-jacente en fait au fur et à mesure du film, cette question de la collaboration, mais elle s'affirme aussi dans la forme documentaire, parce que Le chagrin et la pitié, c'est un film d'entretien. C'est un film où qui d'ailleurs s'oppose presque à cette image liminale du film, qui est un film où les gens invitent les cinéastes à parler des gens qui, y compris, se sont commis pendant le vichisme, quoi. On voit par exemple Pierre Mendès France qui lui a été résistant et qui invite chez lui Marcel Ophuls, avec qui il discute, et en fait Marcel Ophuls, de par son nom aussi, a c'est un peu cette aura qui permet aussi de donner confiance et ensuite de piéger plus ou moins les personnes interviewées, enfin les personnes qui l'interroge, et notamment je pense au fils ou au neveu de Pierre Laval, donc le chef du gouvernement du régime de Vichy, ou je sais plus exactement son rôle, mais qui était un peu le numéro 2 et parfois un peu le numéro 1 de la politique de collaboration de la France avec l'Allemagne, et là c'est un moment où il va véritablement piéger l'interviewé. Et d'autres moments, il y a un moment où il est avec un ancien Waffen-SS de la division Charlemagne, où il va aussi lui rappeler son passé, et puis il y a aussi des gens, des kidam qui va interviewer, qui va voir, mais qu'il piège aussi. Je pense à une séquence où il va voir des professeurs du lycée, de Clermont-Ferrand, le lycée Blaise Pascal, et il va leur demander pourquoi ne vous êtes-vous pas mobilisés pour les enseignants juifs qui ont été renvoyés au moment de. Donc il y a toute cette question. C'est un film d'entretien, Le chagrin et la pitié, et qui pour moi se rapproche de la démarche en fait de Christine Angot dans Une famille. C'est d'arriver face à des gens qui sont ses proches comme une personne qui est professionnelle de la parole. C'est qu'en fait il y a un espace en fait entre les années 90, le moment où elle prend la parole et où elle décide d'écrire, et les années 2020 où elle décide de faire ce film. C'est qu'entre-temps Christine Angot est devenue une professionnelle de la parole, et toute la question du film c'est de savoir nommer les choses et de savoir précisément nommer ce qui s'est passé, et d'avoir une relation très conflictuelle. Donc on parle de sa belle-mère, mais il y a une séquence avec sa mère qui est aussi très dure à ce moment-là. Oui, tout à fait. Et du coup, il y a cette question que je pense extrêmement importante, notamment que dans ce parallèle toujours avec Le chagrin et la pitié, c'est d'instituer aussi, c'est une question sous-jacente du film aussi, c'est de rendre public ce qui est de l'ordre du privé, de l'intime, et donc de publiciser des collaborateurs qui participeraient en fait d'une grande histoire qui est celle des violences intrafamiliales en France, et donc de rendre dans ce geste un peu de lien en fait entre la collaboration et
l'inceste, de le rendre public, quoi, de le rendre national. Il y a littéralement une séquence avec un avocat au moment où Christine Angot est poursuivie par la belle-mère justement parce qu'elle a volé des images illégalement et l'avocat lui dit vous inquiétez pas, de toute façon votre affaire elle est pas individuelle, en fait elle est plus de l'ordre privé, elle est de l'ordre du public vu déjà votre statut et en plus à quel point vous en avez parlé dans vos œuvres, quoi. C'est devenu l'histoire de tout le monde et pas juste l'histoire d'une femme. Et je rebondis, je pense que t'as très bien défini un peu ce geste inaugural du début du film, parce que évidemment on se pose la question, donc on peut pas, c'est difficile de voir le film autrement que comme le film d'une écrivaine qui passe au cinéma, et elle-même dans le film se met en scène. Il y a quelques images un peu médiatiques ou de contexte comme ça qu'il établisse comme écrivaine. On la voit en dédicace au début, on entend comme tu l'as dit, le Masque et la Plume qui explique qu'elle a été dénigrée pendant très longtemps et connaît maintenant une forme de reconnaissance, et il y a même des images de son passage, d'un de ses passages à la télévision chez Ardisson qui s'est mal passé, etc. Donc on a l'impression que effectivement en tout cas elle est une autrice à la carrière réglée entre guillemets. C'est un acquis ça au moment du film. Et la première vraie séquence du film, en tout cas celle qui mène au premier entretien où elle va s'introduire comme ça dans la maison. Ce qui frappe, c'est cette idée que elle doit rentrer parce qu'elle va chercher quelque chose qui est dans la maison. Et je trouve que c'est très intéressant parce que finalement ça problématise entre guillemets le film. Tu disais que c'est une professionnelle de la parole. Je sais pas si je le verrais comme ça parce que typiquement si on prend la séquence chez Ardisson qui est une pure séquence un peu de joute verbale, on sent qu'elle est mise en difficulté. Oui, mais justement cette séquence elle est dans les années 90. Oui, bien sûr. Entre-temps ça c'est 2000 début des années 2000 je crois, mais en tout cas effectivement c'est une séquence qui est ultérieure. Mais ce que je veux dire par là c'est que on a l'impression que le médium filmé en tout cas va lui servir en fait un peu à autre chose, et moi un peu la façon dont je l'ai ressenti dans le film c'est que finalement, la première étape, c'est de mettre des mots sur ce que elle a vécu, ce qui serait on pourrait dire le résultat de son œuvre, de sa production littéraire. Et là, elle va aller chercher une autre chose qui serait la parole, de l'autre camp d'une certaine façon. Et l'autre camp qui est figuré un peu comme ça dans le film, plusieurs personnages qui seraient un petit peu contre elle, contre lesquels elle va aller lutter. Et donc il y a cette idée que finalement elle cherche une parole qui serait, alors on peut un peu supposer, est-ce que ce serait la parole de son père qui avouerait ses crimes, sachant que c'est impossible puisqu'il est décédé, et donc elle va chercher une sorte un peu comme ça presque de parole palliative, attendre que quelqu'un lui dise effectivement je savais et je n'ai rien fait, assume comme ça. Et ce qui est passionnant dans le film et qui rejoint ce que tu disais sur l'idée de cinéaste novice, c'est que j'ai l'impression que ce qu'on voit du film nous raconte qu'il y a des moments qui échappent un peu à Christine Angot. Alors évidemment c'est elle qui monte le film, je veux dire qui lui échappe pas du tout au sens où ça lui passe au-dessus de la tête quand le film sort, mais sur le moment du tournage il y a des choses qu'elle tente et qui ne fonctionnent pas tout à fait. Et ça je trouve que c'est assez passionnant de voir que finalement le film raconte aussi des choses un peu à son corps défendant sur cette question-là, puisque le premier entretien qui se fait comme ça un peu avec violence, elle impose la présence des caméras justement pour pouvoir, c'est-à-dire c'est très intéressant cette idée de dire la belle-mère lui dit mais parlons seul à seul, et Christine Angot dit non je veux parler avec mes conditions qui sont la présence des caméras, un peu avec cette idée de dire moi j'ai déjà beaucoup parlé d'une certaine façon, là c'est un peu aux autres de parler, et ça va être induit par la présence de caméras qui filment cette personne-là. Et l'échange est vraiment mis en scène comme une confrontation, champ contre champ comme ça, une sorte de ping-pong assez violent. Mais finalement on a l'impression que cette tentative-là elle est infructueuse finalement. La belle-mère ne dit rien vraiment qui soit une parole de valeur entre guillemets, ou que Christine Angot n'ait pas déjà entendu. Et ça je trouve c'est assez passionnant, la façon dont dans le film finalement elle poursuit comme ça quelque chose qu'elle ne va pas avoir tout de suite, qu'elle va avoir vraiment que à la fin du film. Alors on va peut-être pas tout dévoiler, mais je prends typiquement le deuxième entretien qui est un entretien avec la mère de Angot, et là on sent que déjà le dispositif change, un peu comme si elle se disait bon le premier entretien a été un échec, donc je vais un peu changer la façon dont je vais mettre en scène, puisque cette fois seule la mère est filmée et Christine Angot est hors champ et pose des questions, et les questions sont coupées par des espèces de petits fondus au noir ou des petits retours au noir, comme si la personne qui pose la question ne s'impliquait pas entre guillemets dans la mise en scène de l'échange, et qu'il y avait que l'interrogé qui devait parler, un peu comme si elle lui braquait la caméra sur le visage pour la forcer à parler. Et ce qui est passionnant c'est que finalement ça fonctionne pas vraiment non plus, puisque ce qui se produit et qui est assez passionnant, c'est que
on est face à l'image de la mère et finalement la mère reste muette et on entend en off Christine Angot qui parle un peu comme pour la mettre sur la piste de quelque chose qu'elle devrait dire, et finalement la mère ne parle pas. En fait, la seule voix qu'on entend c'est celle qui est off. Et il y a cette espèce d'évolution comme ça qui va aller jusqu'à la fin du film sans trop dire, même si c'est difficile de parler de spoiler, mais en tout cas il y a une évolution qui est assez belle dans le film où finalement on va se rendre compte que il y a une parole qu'elle cherchait, qui lui a été dite et qui va un peu créer la fin du film avec une sorte de un peu de collusion finale, et enfin on va avoir l'interrogé et Christine Angot qui sont dans le même plan quand elle discute avec sa fille. Bah, moi j'ai pas forcément la même lecture du film que vous. C'est assez amusant cette idée de film de cinéaste novice, parce que moi je peux que m'empêcher de voir un film qui a deux têtes, un film qui a deux mains surtout. C'est avec celle de Christine Angot, celle de Caroline Champetier, qui est d'ailleurs créditée comme collaboration artistique à la fin, au-delà de simple chef opératrice, qui est donc l'une des deux co-cadreuses du film avec Inès Tabarin, qui est d'habitude sa première assistante caméra. Et donc j'ai vraiment la sensation que il y a Christine Angot et il y a la caméra derrière qui vient raconter quelque chose de supplémentaire, et que typiquement dans cette première scène d'entrée forcée chez la belle-mère, il y a une maîtrise Caroline Champetier sait ce qu'elle filme et ce qu'elle doit filmer, quoi. Moi il y a un plan qui me trouble beaucoup, c'est l'extrait qu'on voit ici, c'est le moment où, où en fait Champetier va s'approcher comme ça avec sa caméra, ou c'est peut-être Inès Tabarin d'ailleurs, mais en tout cas c'est la caméra qui va s'approcher comme ça de la sonnette pour presque mettre en mouvement les choses plus par la caméra que par la main de Christine. Oui, et ensuite peut-être pour expliquer, en gros Christine Angot s'apprête à sonner chez sa belle-mère, mais a un peu peur de le faire, sait pas si elle va être reçue, etc. Elle hésite, et comme tu dis, c'est au moment où la caméra va faire une sorte de gros plan sur le bouton d'interrupteur que la main va accompagner. Mais donc ensuite, quand on arrive en haut, moi il y a quelque chose qui me trouble, c'est justement la justesse des cadres du champ contre champ une fois que Christine Angot et la belle-mère sont installés sur les canapés, comme si tout d'un coup en fait, ils avaient eu le temps un peu de disposer de cadres réfléchis et intelligents, parce que les cadres sont tout à fait, ils sont hyper cohérents, hyper bien construits, et ne bougent quasiment pas. Il n'y a pas de changement où ils se disent tiens, j'étais pas au bon endroit, j'étais pas au meilleur. On a un plan de la belle-mère avec en amorce Christine Angot et l'autre Christine Angot seulement, d'ailleurs contre-champ auquel on revient assez rarement, pour se focaliser vraiment donc sur le personnage de la belle-mère, et juste la présence de Christine Angot dans son espace. D'ailleurs presque écarté au maximum l'une de l'autre dans le cadre comme ça, une sorte de grand blanc au milieu du plan qui raconte qui est un plan de Inès Tabarin d'ailleurs. Du coup, c'est pas forcément que Champetier qui a les meilleures idées, mais j'ai pas la sensation non plus que le film essaye de trouver une parole, mais plutôt essaye de s'interroger sur qu'est-ce que c'est que la réponse. Parce que l'essentiel de son travail avec Christine Angot, ça a été dans ses romans, de raconter sa vie personnelle et ce qui lui est arrivé au niveau de l'inceste. Et en fait, le film vient plus s'interroger sur la position de alors que tu savais, qu'est-ce que tu peux me dire maintenant? Parce que ces gens-là ont appris nécessairement, ils ont lu les romans de Christine Angot, et typiquement la belle-mère, la question que Christine se pose, ce n'est pas que à l'époque pourquoi, mais c'est pourquoi maintenant tu refuses de me parler. Toujours rien, quoi. Oui, voilà. Pourquoi est-ce que maintenant que j'en ai parlé, maintenant qu'il est plus là, est-ce qu'on peut pas avoir une discussion? Est-ce que ça ne te coûte presque rien, quoi? C'est presque ça son dispositif, c'est de se dire, mais en fait, maintenant que vous avez toutes les clés pour parler, maintenant que j'ai eu mon tour, que vous m'avez écouté, pourquoi il y a pas de parole? Pourquoi il y a rien de l'autre côté? Donc chez la belle-mère, c'est vraiment une absence de réponse totale. Même le film s'ouvre avec elle qui ne répond pas au téléphone. Vraiment, elle refuse en tout cas, elle essaie d'esquiver la conversation au maximum. La mère de Christine Angot, elle, regrette non pas l'inceste, mais regrette une sorte de brisure de leur relation mère-fille. Et donc ce que Christine cherche, c'est essentiellement juste une réponse qui soit juste, et une réponse qui soit à l'écoute de la personne qui parlait. Et c'est pour ça qu'elle le trouve dans le dispositif final, donc avec sa fille, comme tu le disais, c'est plus un champ contre champ, mais c'est un plan unique. Mais elle le trouve aussi jeu assez intéressant avec le deuxième passage de la mère, donc qui revient et qui a raconté, qui a écrit en fait sur son carnet comment elle s'est sentie après leur premier entretien. Donc il y a encore une fois la question de la parole après. C'est ok, maintenant que j'ai eu le temps de parler, parce que comme tu le disais tout à l'heure, le premier entretien c'est davantage Christine Angot qui pousse la parole que la mère. Dans le deuxième, c'est la mère qui reprend l'outil de Christine, c'est-à-dire littéralement la littérature, les mots, pour raconter comment elle s'est sentie, comment elle a réfléchi, et en fait, oui, comment est-ce qu'il faut... c'est presque un film sur la réception de la parole. C'est la même chose en fait qui est racontée par les images d'archives, typiquement l'émission de Hardisson.
Ce qui est raconté, c'est à quel point, elle a témoigné, et qu'est-ce que les gens lui racontent, qu'est-ce que les gens lui répondent, pardon. Et chez Le Masque et la Plume, c'est de la traiter de prostituée. Chez Thierry Ardisson, c'est de se moquer ouvertement d'elle. Laurent Baffy la menace de façon hyper paternaliste de lui mettre une gifle. D'ailleurs, tout récemment, Ardisson a reçu la Légion d'honneur de Macron, et donc Christine Angot a écrit une tribune dans Libé pour s'y opposer. Donc voilà, comme quoi on est un peu dans un bouillon d'actualité, quoi. Avec Michel Sardou. Oui, ça c'est beau, hein. Le temps des colonies, bien sûr. Et le film comme ça a une façon de disposer dans chacun de ces entretiens cette question-là de, comme vous le disiez, vraiment de la parole, de comment est-ce que on peut mettre au diapason le moment qui est en train d'avoir lieu par la mise en scène, et les images d'archives aussi racontent la même chose. C'est comment est-ce que maintenant les images d'archives parlent, et il y a cette sorte de truc très troublant qui commence au tout début du film. Je sais pas si vous l'avez vécu comme moi, mais au moment où on voit donc le tout premier plan d'ouverture, c'est une image d'archive où il y a écrit la date en bas, 95, et on voit une petite fille rentrer avec une baguette de pain dans la rue qui est filmée d'en haut par la fenêtre donc d'un des parents. Voilà, et on se demande en fait, mais est-ce que c'est Christine Angot petite au moment où avaient lieu les incestes? En fait non, parce que c'est 95. Ça, mais il y a un trouble début. Est-ce que c'est elle qui est en train de filmer sa propre fille? Enfin, du coup, il y a une sorte d'ouverture générale du sujet qui dépasse donc seulement la question de la vie privée de Christine Angot seule, mais en fait de toutes les petites filles, de tous les enfants et de toutes les relations familiales. Et c'est aussi c'est aussi comme ça que il y a un très beau mot que trouve la fille pendant le dernier interview, c'est la contingence. En fait, elle comprend finalement que ce n'est pas quelque chose qui est voué à arriver. C'est quelque chose qui peut et qui est affronté comme tel. Et peut-être, je te lance la parole juste après. Mais effectivement, je te rejoins. C'est une des choses qui est vraiment frappante et vraiment une trouvaille assez vertigineuse du film, cette idée de superposer la voix off de Angot qui rétrospectivement revient sur les incestes qu'elle a subi enfant et des images de sa propre fille. Ouais. Et en fait, ce que ça crée, c'est une espèce de comment dire, on a l'impression que les choses se superposent en fait, de superposition des temporalités, qui rejoint une chose que dit la fille dans l'entretien final, qui est cette idée que la fille de Angot a toujours vécu avec l'inceste dans son histoire personnelle, presque sans se poser de questions, comme si c'était, comme tu viens de dire, naturel. Et c'est un peu ce que raconte cette idée de, en fait, connecter ensemble deux filles, si on veut, voilà, comme une sorte de un peu de comme un sillon en fait qui se creuse comme ça et qui traverse un peu toutes les générations, quoi. Non, c'est vrai. Non, je dirais que dans ce moment en fait où la fille prend en compte le fait que ça lui est arrivé, ça va de pair aussi en fait avec la scène inaugurale, je trouve, puisque j'ai l'impression que dans sa façon de vouloir rétablir de vouloir rétablir quelque chose, pour moi c'est aussi l'image de la victime qu'elle cherche à rétablir. Non pas dans le sens où je pense pas que ce soit un film tout à fait sur le fait d'être victime, mais c'est aussi d'avoir face à soi des images dont le protagoniste est celui que souvent on relègue au deuxième plan. Oui. Je pense, en fait, c'est une image peut-être assez classique, l'image inaugurale. C'est celle de quelqu'un qui va essayer de rétablir la vérité face à un peu à l'ordre d'une famille corsetée. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le film de Breillat l'été dernier. Mais du coup, là, on prend le parti et on légitime l'action de la personne qui va peut-être commettre des choses plus ou moins légales, mais au regard justement de l'irréparable qu'elle a subi. Et cet irréparable, on le comprend en fait au fur et à mesure du film. Et je dirais que sur ce dont tu as parlé de cette voix off du début où elle parle de l'inceste, j'ai presque l'impression que cette voix off est expédiée. Okay. Dans le sens où elle est vous êtes censé le savoir. Bah, on sent qu'elle vous allez voir un film de Christine Angot. Exactement, ouais. Vous savez ce que j'ai subi. Là, je ne vais pas vous parler que de ça. Je vais vous parler d'autre chose. Il y a presque une sorte un peu de mise à niveau pour dire bon voilà, maintenant on est tous au même point, mais effectivement, on sent qu'elle c'est acquis ce qu'elle a écrit déjà tout à fait, ouais. Je l'ai déjà raconté dans un sens. Et là et
quand elle va confronter en fait les différents personnages du film, quand elle revient sur des faits qui se sont produits, c'est toujours des faits où ils sont protagonistes. C'est-à-dire que ça n'est pas, elle va pas raconter son récit. Son récit, tout le monde le connaît déjà, en quelque sorte. Et c'est toujours en lien, donc, avec des faits dont elle a été protagoniste. Et on n'a pas encore parlé des images, un peu d'archives du film, ces home movies, qui sont un peu présents dans le film. Il y a cette question aussi, à un moment, elle va montrer aussi des photographies d'elle-même. Oui, et elle dit, tout à fait. ça, c'est à la période où ça s'est produit. Je sais ce que je pense à ce moment-là. Et j'ai l'impression que le film nous amène à comprendre que toute sa vie, à partir de ses 13 ans, à partir du moment où elle retrouve son père, est pénétrée par ses pensées. Et donc, dans ces images d'archives, ces images où elle est avec son enfant, il y a des images aussi qui sont tournées par Nan Goldin, la célèbre photographe. J'ai vu ça au générique. Donc, c'est un peu les images des années 2000, avec son deuxième mari, qu'on voit dans le film par ailleurs, et qui sont un peu des images où ils sont bankable, c'est bon, c'est le tout venant de Saint-Germain-des-Prés de l'époque des années 2000. Et donc ces images-là, j'ai l'impression qu'elles sont traversées en fait par ce récit. C'est-à-dire que quoi qu'elle fasse, Christine Angot, elle a cette chose en tête comme une puce implantée dans le cerveau. D'ailleurs, à un moment, il y a une scène du film avec un écran bleu où elle parle seulement en voix off et elle dit qu'elle en a marre en fait de ne vivre vivre sa vie que sur ce prisme-là, d'y penser tout le temps, même parce que vu qu'elle en a fait son travail littéralement, elle ne peut pas arrêter d'y penser, c'est vraiment tout le temps y repenser, en rêver, se coucher en ayant ses idées, et elle en a marre, elle le dit. Elle en parle à un moment, elle dit pendant que son mari la filme dans les images en VHS, elle, je crois qu'à ce moment-là, donc c'est son mari qui la filme, mais c'est elle qui parle du fait de filmer leur quotidien, et elle dit, en fait, j'ai toujours ce double regard. Il y a cette question-là qui est évoquée, cette idée de dire que quoi qu'il soit filmé, je me demande si c'est pas cette image-là, mais quoi qu'il soit filmé, c'est à la fois le présent et le présent vu rétrospectivement finalement, qui est toujours en train de s'imprimer. Je trouve que c'est quand même, il y a vraiment beaucoup de choses en fait qui traverse un peu souterrainement le film, mais comme tu l'as dit, notamment aussi sur ce choix de finalement, que ce soit pas elle qui filme, mais qu'elle s'inclut presque comme personnage, une espèce de caméra séparée finalement, et c'est en fait ça produit des choses qui je pense auraient été peut-être impossibles si c'est Angot qui avait tout le temps filmé elle-même. Ce que je veux dire par là, c'est que on sent par plusieurs séquences que elle sait un peu à quoi ressemble sa sorte de persona public en fait. Le texte de Critica dit qu'elle avance un petit peu comme une sorte de rockstar dans des environnements très bourgeois, etc. Et c'est assez vrai. Il y a ce côté un peu je sais pas, autoritaire ou une forme un peu comme ça de brutalité, et en déléguant un peu la caméra, ça permet de capter sur le moment des choses que peut-être Angot ne voit que dans un second temps au montage. Et tout à l'heure on parlait de la séquence avec la première séquence avec la mère, où la mère raconte que elle, ce qui l'a surtout frappé quand elle a appris l'inceste, c'est qu'elle a perdu tout lien avec sa fille. Et Angot refuse évidemment ça, parce que pour elle c'est insignifiant ce qui s'est passé en regard de l'inceste qu'elle a subi. Mais je trouve que cette espèce de double regard, d'un peu de désolidarisation, ça fait que nous, en tant que spectateurs, à la fois on comprend totalement Angot, puisqu'on suit un peu le prolongement de son regard dans tout le film, mais en même temps on peut avoir un peu de la pitié pour cette femme. Et ça, c'est très très beau que Angot ait créé un dispositif qui puisse enregistrer des choses qui lui échappent à elle sur le moment ou qu'elle réfute sur le moment, et que au montage, quand elle a construit le film, elle ait pu redécouvrir et accepter de mettre ces choses-là aussi dans le film. Et je trouve que ça ajoute comme même à un film vraiment qui a une certaine profondeur entre guillemets.